Depuis avril 2023, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci, engendrant une grave crise humanitaire. Nous avons décidé de mettre en avant aujourd'hui ce conflit souvent jeté aux oubliettes. Et pour en parler, je suis en compagnie de Lansana Camara, président de l'Union internationale des journalistes. Bonsoir, doyen. Bonjour. Et Kara Soli, notre éditorialiste. Bonsoir, Kara. Bonsoir, Carlyle. Et Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir à tous. On va rapidement faire un état des lieux de la situation au Soudan. Kara, vous connaissez un peu bien le continent. Comment sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Eh bien, le Soudan, un très très grand pays d'Afrique, parmi les 10 pays les plus vastes d'Afrique. Le Soudan, il fait partie également des pays les plus développés d'Afrique. Mais aujourd'hui, ce que nous assistons impuissants, c'est que le Soudan se disloque. Le Soudan se disloque et aujourd'hui, à cause de deux généraux qui veulent tout simplement prendre le pouvoir. Le général Al-Bourhan des forces armées soudanaises et le général Emeti des forces de soutien rapide. Hier, nous étions reçus tous ensemble par l'ambassadeur du Soudan à Paris qui nous disait, qui réfutait l'idée d'un conflit entre deux généraux. Il parle plutôt d'une tentative de coup d'État qui a échoué et qui s'est transformée aujourd'hui en une guerre régionale soutenue par certains États voisins du Soudan. Doyen, est-ce que vous partagez cette analyse? J'ai posé la question à l'ambassadeur que quand Béchir était là, il y avait une certaine stabilité. Il y avait le Soudan qui était convoité par des investisseurs. Je me souviens que quand on allait à l'ambassade de Soudan du temps de Béchir, mais les gens venaient se renseigner comment faire pour investir dans le pétrole et autres. Béchir tombe par ce que j'appelle un soulèvement populaire. Entre-temps, il y a le Soudan du Sud, parce qu'il y a eu la guerre du Darfour, tout a commencé par là. Mais c'est terrible. Ils ont commencé d'abord à s'entretuer et à diviser le pays, ce qui n'est pas mieux. Il y avait un seul Soudan, maintenant il y a le Soudan du Sud et le Soudan de Khartoum. Ça, c'est très grave. Nous pensions qu'une fois Béchir tombé, puisqu'il avait été fusillé par les médias internationaux, que Béchir était un dictateur. C'est peut-être le cas ou pas? Non, il est resté très longtemps au pouvoir. C'est-à-dire que c'est très mauvais quand on reste très longtemps au pouvoir. Maintenant, il tombe. Les généraux, évidemment, essayent de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle la guerre de chef. Moi, je suis le chef, je prends tel machin. Tout ça, c'est pas sérieux. L'armée n'a pas le droit de taper sur la démocratie. Il faut le dire aux deux généraux. Il n'y a pas mieux que la démocratie. Si, entre-temps, il y avait eu des élections libres et transparentes, le Soudan ne serait pas là où il est actuellement. Mais doyen, donc, hier, j'étais à la conférence de presse. J'apprécie ce qu'a dit l'ambassadeur, mais je veux que le Soudan vraiment retrouve ce que j'appelle son idéal réel, c'est-à-dire le bien commun que représente le pays. Pour ce bien commun. L'ambassadeur dit qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre deux généraux, que pour lui, c'est une tentative de coup d'État qui s'est transformée en guerre à dimension régionale. Vous parlez tout à l'heure de guerre entre deux généraux. Hein. Pour vous, c'est une guerre entre deux généraux, ce n'est pas un coup d'État. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les deux. Il y a le coup d'État et il y a la corruption. Ce sont ces deux phénomènes qui se sont mêlés. Et puis, il y a les égos. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tout ça, il faut arrêter. Mais il y avait un pouvoir qui exerçait à Khartoum, qui est le pouvoir du général Al-Bourhan, des forces armées soudanaises. Ouais. Et donc, il y a eu un coup d'État. Est-ce que vous connaissez qu'il y a eu un coup d'État au moins? Bien sûr qu'il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État entre eux. C'est-à-dire qu'il y a eu coup d'État. Depuis Béchir, il n'y a que des coups d'État de toute façon. Depuis que Béchir n'est plus là, il n'y a que des coups d'État. Et ce sont les militaires qui le font. Et ne pas avoir le courage de dire aux militaires d'arrêter ces coups d'État répétitifs, ce n'est pas être courageux. Être courageux, c'est de leur dire, mettez de l'eau dans votre vin. Mais moi, je n'ai jamais été ni ministre, ni quoi que ce soit. Je suis pas malheureux. On ne peut pas être tous présidents, tous ministres. Il faut être patriote d'abord. Ça a été ce que j'appelle le combat des panafricanistes dignes de ce nom. Eh bien oui, il faut aimer son pays et en même temps apporter un plus. Éviter effectivement les haines là. Il y a toute une haine. La haine plus la corruption, alors là,
c'est le dégât. Car vous étiez aussi hier avec nous. Vraiment, je veux insister sur ce concept qui a été d'entrée de jeu réfuté par l'ambassadeur, parce qu'on a tendance à lire dans les médias qu'il là, on a un conflit entre deux généraux. Voilà. Mais vous, est-ce que vous partagez l'analyse de l'ambassadeur, ou pour vous, il s'agit d'une guerre, il s'agit d'un conflit de personnes, entre deux généraux aussi? Oui, moi je vais aller même plus loin. Je me demande même s'il n'y a pas une main invisible dans ce conflit soudanais. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de pays sont passés par là, la Somalie, l'Irak, la Libye. Donc aujourd'hui, c'est le Soudan. Donc, et en plus, tous ces pays, ce sont des pays pétroliers. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une main invisible aujourd'hui qui veut aussi disloquer le Soudan pour pouvoir mettre la main? Justement, il parlait de puissances étrangères, voilà, surtout des États voisins. Voilà, des États voisins arabes ou même africains. Hein, comme le Tchad. Le pays a porté plainte devant l'Union africaine contre le Tchad aussi. Oui. Est-ce que vous croyez que le Tchad a des intérêts à attaquer le pouvoir soudanais? C'est peut-être un intérêt opportuniste, certainement, mais pas l'intention de mettre la main sur les ressources du Soudan, parce que le Tchad aussi a quand même d'énormes ressources minières et énergétiques. Ils ont du pétrole et autres. Donc je pense que si des éléments du Tchad, parce que ça ne peut être que des mercenaires, hein, il n'y a pas d'armée officielle du Tchad sur le sol soudanais. Non, mais il parle, je crois, de fourniture d'armes aussi aux militaires des forces de soutien rapide. Oui. Donc ça, c'est à vérifier, parce que c'est l'ambassadeur qui le dit. S'il le dit, il a peut-être des sources sûres, c'est possible. Mais moi, à mon avis, d'abord, ce que je crois réellement, c'est qu'il y a des puissances certainement derrière ce conflit, et que ces généraux qui aujourd'hui se battent pour le Soudan et pour les Soudanais, eh bien, ne voient pas cela, ou bien ils sont instrumentalisés, ils ne se battent pas réellement pour les Soudanais. Exactement, parce que voilà, ils sont certainement instrumentalisés, et puis aujourd'hui, chacun veut réellement mettre la main sur le Soudan, veut régner sur le Soudan. Et donc, c'est pourquoi j'ai posé cette question à l'ambassadeur. Est-ce que maintenant, les armes ont eu leurs limites? Pourquoi ne pas engager on en le parlera dialogue? tout à l'heure, mais aussi, moi, je veux qu'on rebondisse sur les propos du doyen. Hein. C'était mieux avant, sous Omar Béchi, c'est ce que vous dites aussi? Exactement, exactement. Mais c'était la dictature, on est d'accord? Oui, bon, on ne peut pas faire donc c'est mieux la dictature en Afrique. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, c'est souvent Khalil, des fois, des dictatures sont mieux que la chienlit. Honnêtement, parce qu'aujourd'hui, le Soudan d'aujourd'hui, si on pose la question aux Soudanais, ils auraient préféré être sous Béchir que cette situation qu'ils vivent aujourd'hui. C'est parce que c'est une situation catastrophique. Il y a beaucoup de morts, des destructions. Hier, on a vu des images quand même très émouvantes. Voilà. Et est-ce qu'il faut, ça c'est une demande de l'ambassadeur dans ses propos qu'il évoquait hier lors de notre rencontre, il appelle à qualifier les forces de soutien rapide comme un groupe terroriste. Ouais. C'est une initiative qui serait intéressante sur le volet diplomatique, ou c'est un coup d'épée dans l'eau? Nous vivons une époque terrible. Maintenant, il y a des conflits d'intérêts. Force rapide ou force ceci ou cela, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est de dire d'abord à ces hommes-là, est-ce que vous aimez votre pays? Si vous aimez votre pays, ayez vous-même la sagesse de faire des élections libres et transparentes, générales ou pas, celui qui aura été élu, qu'il essaye de consolider l'unité nationale. Mais aujourd'hui, on est bien loin de tout ça aujourd'hui. On est l'heure à la guerre, là. Il faut absolument qu'ils arrêtent cette guerre parce qu'ils sont tous perdants. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Quand il y a ce type de guerre, de division, tout le monde est perdant. Les deux généraux sont perdants. Le Soudan, ses populations perdent aussi. Le problème, c'est ça. C'est qu'aussi longtemps qu'ils n'auront pas la sagesse de dire, écoutez, ça suffit, on fait des élections libres. Même ces généraux, ils peuvent se présenter, si c'est possible, à être président ou pas. C'est-à-dire que si le peuple les choisit, comme on a vu au Sénégal, par exemple, bon, ce n'est pas le même machin. Ah bah oui. Donc il faut leur dire qu'il n'y a pas mieux, effectivement, que de se mettre ensemble et organiser des élections libres et transparentes et en finir avec les régimes militaires.
les régimes militaires, on ne sait jamais comment ça se termine. Bon. Je vous le dis parce que ces coups d'État répétés militaires, ça ne veut rien dire. Ça ne peut que conduire à plus de catastrophes. Puisqu'on a vu dans des pays où il y a des militaires au pouvoir que ça ne va pas. Mais il faut quand même revenir à l'ordre constitutionnel. Et ne pas dire ça aux militaires, c'est d'être complaisant. Et nous, on n'est pas là pour être complaisant. On leur dit, posez vos armes, organisez des élections libres et transparentes. Et même si vous êtes candidat et que vous êtes admis par le peuple, eh bien, on sera avec vous. Mais on ne va pas passer tout le temps à s'entretuer et à dire que voilà, tout va bien. Tout ne va pas bien au Soudan et il faut trouver des solutions. Très bien. Mais, Kara, moi, je reviens aussi sur la demande. C'est une requête de la part du gouvernement soudanais, représentée par son ambassadeur ici à Paris, oui, qui appelle à qualifier les forces de soutien rapide de groupes terroristes. Est-ce que c'est une initiative diplomatique intéressante qui peut débloquer la situation? C'est pas une démarche qui peut apaiser la situation. Parce que déjà, l'ambassadeur disait qu'ils ont posé des conditions aux forces de soutien rapide. Voilà, aux forces de soutien rapide de quitter les lieux qu'ils occupent, de déposer les armes. Ce sont les conditions pour pouvoir engager des négociations. Mais vous croyez qu'ils vont être d'accord, non? Ils vont pas être d'accord, c'est sûr, parce que... Mais pour faire pression sur eux, il appelle la communauté internationale à qualifier ce groupe-là comme le Hamas de groupe terroriste. Est-ce que c'est une solution aujourd'hui? Non, parce que quelqu'un avec qui on veut négocier, si on le traite déjà de terroriste, est-ce que vous croyez qu'il va accepter les conditions de négociation? Parce que chacun veut être en position de force pour pouvoir mieux négocier. Donc, pour les qualifier, qu'est-ce que ça va changer déjà de les qualifier de groupes terroristes? C'est-à-dire qu'on va les bloquer, mais ils vont se faire ravitailler de façon clandestine. Ils vont encore être beaucoup plus agressifs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le mieux, c'est d'engager un dialogue et sans condition. Sans condition. Sans condition. Voilà, sans condition. Et comme ça. C'est possible ça, d'engager un dialogue sans condition, Kara? Justement, en tout cas, c'est l'une des voies les plus plausibles. Et oui, parce que si déjà, avec la personne avec qui on veut dialoguer, on veut lui poser des conditions souvent inacceptables, parce qu'eux aussi, ils occupent une partie de la capitale. Donc, ils ne vont pas laisser... Justement, revenant sur le terrain de guerre, est-ce que les forces loyalistes, l'armée soudanaise, peut aujourd'hui remporter le terrain, la guerre sur le terrain? Eh bien, selon l'ambassadeur, ils sont en train de gagner du terrain, de conquérir des territoires. Mais est-ce que sincèrement, on peut arriver à une victoire totale? Oui, mais on n'a pas entendu la version de la partie adverse. Voilà. Vous savez, pour être objectif, il faut quand même qu'on entende les deux parties. Et je suis persuadé que si on demande aussi les éléments de cette force rapide, ils vont vous dire que, voilà, on a gagné telle ou telle portion de terrain, de quartier ou de ville. Et donc, chacun campe sur sa position. Ça fait 1 an que ça dure. Hein. Et vous savez 18 mois, exactement. Voilà, justement, donc plus d'1 an. Et donc, dans le film, j'ai vu des bus qui prennent des civils qui fuient la capitale pour aller se réfugier dans les campagnes, à l'intérieur du pays et même à l'étranger, dans des camps. Donc, quand même, l'Afrique ne doit pas être quand même un grand camp pour des réfugiés. Et on voit à l'est du Congo, au Soudan, donc on voit des foyers de tension ou de guerre partout en Afrique. Je crois qu'il est temps d'arrêter cela. Et surtout, le cas du Soudan est franchement pathétique. Parce que oui, tout à l'heure, on verra les chiffres avec Alexandre. Voilà, ce n'est pas un pays étranger qui a attaqué le Soudan, mais ce sont les fils du Soudan qui se battent. Qui se battent entre eux. Avec des influences étrangères, il faut préciser. Voilà, aussi. Et qui prennent la population quasiment en otage. Et moi, en parlant de solutions pour sortir de cette crise militaire, l'ambassadeur aussi disait que l'engagement du gouvernement soudanais était clairement d'assurer le respect de la souveraineté du pays et aussi de son intégrité territoriale. Oui, mais donc, je suis d'accord avec l'ambassadeur, mais la souveraineté, il n'y a pas eu d'élection. Déjà, quand ils ont renversé Béchir, donc ils n'ont pas organisé d'élection. Il y avait une transition qui était en cours, qui était perturbée par l'attaque des forces de soutien rapide. Donc on peut considérer qui comme légitime dans cette affaire? Justement, la question est assez intéressante. Voilà. Qui est légitime dans cette affaire? Mais aucun d'eux n'est légitime finalement. Je ne dis pas ça pour provoquer. Aucun d'eux n'est légitime puisqu'il n'y a pas eu d'élection pour mettre quelqu'un au pouvoir. Ce n'est pas le cas. Ce sont des gens, si tu veux, je veux coûte que coûte le gâteau, et qui ont été plus ou moins instrumentalisés par des puissances
parfois régionales, parfois étrangères. Je vous dis que c'est très grave. Alors, ils ont pris des armes. Et puis, il y a un qui a gagné du terrain, et l'autre dit, bon, dans ces conditions, moi aussi, je me bats pour reconquérir le terrain. Au fond, ce sont des guerres d'intérêt inutiles. Inutiles pour eux-mêmes. Parce que tous ces généraux, si demain, il y avait des élections libres et transparentes, Béchir a été jugé pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est un dictateur. Ces généraux qui tuent. Si demain, il y a des élections libres et transparentes, ils risquent eux-mêmes d'être traduits devant les tribunaux. C'est ça le problème. Donc, le mieux pour eux, c'est de dire, écoutez, ça suffit comme ça. Nous avons la sagesse et la force morale de dire qu'il faut qu'on se mette autour d'une table. On fait des élections. Je pense que le gouvernement soudanais est favorable, hein, fait des bouger. Le problème vient plutôt des forces de soutien rapides. Qu'est-ce qu'il fait pour Il n'a qu'à, à ce moment-là, provoquer dès maintenant le machin en disant, est-ce que... Mais ils sont attaqués, doyen. C'est l'armée soudanaise qui est attaquée. Ils sont attaqués. Si on veut comprendre le contexte, on sait qu'il y a un... Non. Oui, il y en a un qui est au palais. Qui est au palais et qui est attaqué. Et l'autre, voilà, vous reconquérir le palais. Non, ces jeunes gens, ce qu'il leur faut, c'est d'abord une certaine maturité, une certaine volonté d'être soi-même en respectant son pays. Ils sont en train de détruire leur pays au nom de je ne sais quel intérêt sordide. Des intérêts qui ne leur apporteront absolument rien. Oui. Donc, s'ils ont la force morale, le courage, de dire, écoutez, nous, on dépose les armes, vous déposez les armes, on fait des élections libres et transparentes pour unifier le pays, là, nous serons alors là émerveillés, très heureux. Mais ce n'est pas le cas. Chacun veut uniquement la place pour la place. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Ce que je vous dis, quand j'en parlais à l'époque avec Mongo Betty, on avait peur que ce qui arrive à Haïti arrive aujourd'hui à bien des pays africains. C'est quoi? La mauvaise gouvernance, la haine, le mensonge. Et entre-temps, on ne gouverne pas le pays. Et le pays se retrouve entre les mains des gangsters. C'est ce qui se passe en Haïti. Et nous, Mongo Betty et moi, on en parlait souvent. C'est ce qui arriverait à beaucoup de pays africains. Et vous qui êtes jeunes, je vous le dis tout de suite, ne soyez jamais du côté de ceux qui instrumentalisent l'Afrique, de ceux qui veulent prendre le pouvoir par les armes. Ça ne sert à rien. Et 18 mois plus tard, le bilan est vraiment catastrophique, Alexandre. Oui, exactement. Le Darfour, c'est le théâtre d'une tragédie humanitaire sans précédent depuis plus de 18 mois. Donc la situation humanitaire, c'est d'une gravité alarmante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 15 000 personnes ont perdu la vie depuis le début des affrontements. On dénombre également 18,8 millions de déplacés à l'intérieur. 10,8. Exactement. 2 millions étaient contraints de fuir vers les pays voisins. On peut le voir avec la carte. Donc ça paraît d'être une exode sans fin. Sur les 48 millions d'habitants, 18 millions souffrent aussi d'insécurité alimentaire aiguë et 5 millions se trouvent au dernier palier avant la famine selon l'ONU. Il y a aussi un système de santé qui est totalement effondré. Hein. Oui, selon le HCR, 80% des hôpitaux sont hors service. On dénombre aussi 14 millions d'enfants qui ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Les projections sont aussi alarmantes. Hein. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies estime que jusqu'à 15% de la population pourrait mourir dans ces régions si le conflit perdure. Évidemment, il y a des épidémies comme la choléra et la faim qui se propage sans contrôle. Il y a aussi une crise alimentaire dans le pays. Oui, c'est une crise aiguë. L'ONU a qualifié la situation de plus grande crise de la faim au monde depuis 40 ans. Donc il y a un plan de réponse humanitaire en 2024 qui est prévu. 2,7 milliards de dollars pourraient venir en aide à ces personnes, mais il est actuellement financé à moins de la moitié. Donc, jusqu'où peut aller cette crise ? Kara Soli, je veux aussi ajouter à ces chiffres-là un rapport des Nations Unies sur les violences sexuelles. On a vu même aussi dans le documentaire publié à l'ambassade, diffusé à l'ambassade, où ce rapport-là recense au moins 400 cas de viol perpétrés sur des femmes et des fillettes âgées de 8 à 75 ans. Quand vous voyez ces chiffres, c'est effarant parce que quand on voit ça, quand on entend ça, et on a la chair de poule, donc parce qu'aujourd'hui, non seulement
on tue avec des armes, mais on tue aussi avec le viol. C'est-à-dire dans tous les pays en conflit, eh bien, le viol est devenu une arme qui n'épargne pas les femmes et surtout les mineurs, les petites filles. Donc le Congo a connu ça, l'Est du Congo, la République démocratique du Congo et aujourd'hui le Soudan. Et je crois que ces généraux aujourd'hui, s'ils disent se battre pour le Soudan, ils risquent de régner sur une ruine. Voilà, quel que soit celui qui va l'emporter et qui va rester au pouvoir, eh bien, il va régner sur une ruine. De ruine. Très bien. Et l'ambassadeur, pardon, la conférence de Paris, il y a, je crois, il y a quelques mois, pour aider le Soudan à déboucher sur 2 milliards de dollars. Donc, est-ce que c'est assez pour aider le pays dans cette situation? Non, c'est pas assez, 2 milliards. Quand il y a des dégâts comme ça, 2 milliards, c'est rien du tout. C'est ce que je dis. Aussi longtemps que les militaires n'auront pas, je le dis, la force de dire qu'il faut arrêter cette guerre, ça va continuer. Ces viols-là ne cesseront que quand ces guerres s'arrêteront. Et bien, il y a des moments dans la vie, comme De Gaulle a fait en son temps, il y a des moments où il faut dire, écoutez, j'arrête les dégâts, je mets de l'eau dans mon vin et on va vers des élections totalement libres et transparentes. Aussi longtemps qu'il n'en sera pas ainsi, mais il y aura toujours des dégâts et c'est malheureux pour eux. C'est malheureux pour le peuple soudanais aussi. La totalité du territoire soudanais, mais nous sommes là pour dire qu'il faut parler beaucoup plus de propositions et d'idées d'aller vers la paix que de ressasser ce que nous savons déjà. C'est ça. Et parlant d'élections, il y a eu une élection hier, celle de Donald Trump à la Maison-Blanche. Voilà. Est-ce que son retour est de gage de stabilité pour le Soudan? Est-ce qu'il pourra débloquer la situation? Le cow-boy est maintenant à la Maison-Blanche. Le cow-boy n'a ni d'état d'âme, ni pitié pour les pays effectivement en guerre. Trump s'en fout. Trump a dit, la Palestine, je donne ça immédiatement à Israël. Et rien que ça déjà, quelqu'un qui a une vision, est-ce que vous pouvez croire une minute que les Palestiniens vont demain devenir des Israéliens et que par conséquent on ne parlera plus de Palestine? Tout ça c'est du cinéma. Alors, ce qu'il faut dire, Trump, nous te prenons au mot. Sur le Soudan. Sur le Soudan. Qu'est-ce que tu peux apporter? Est-ce que tu es décidé, toi, de dire aux deux généraux d'arrêter? Puisque quand il prétend qu'il va arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures, tout ça c'est du cinéma, mais qu'il le prouve maintenant en disant aux Soudanais, j'ai les moyens de mettre fin à vos guerres plus ou moins fratricides, et c'est comme ça. Si Trump fait ça, alors là je dirais, mais le combat a commencé à changer. Mais il faut des actes. Trump c'est un homme de, je dirais, c'est du cinéma. C'est-à-dire qu'il manipule tout le monde. Qu'il commence par le Soudan. Qu'il dise, il envoie demain l'armée, s'il envoie demain les militaires américains pour dire aux deux généraux, ça suffit. Mais il peut le faire, il a les moyens. Alors qu'il commence par le Soudan. À ce moment, le cow-boy, je commencerai à dire, le cow-boy commence à s'assagir. Ce n'est pas le cas. Grâce au lien, est-ce qu'il faut rien attendre de Trump sur ce sujet, selon vous? Eh bien, oui, bon, même une simple déclaration, hein, s'il, sans même envoyer de troupes, il peut dire aux deux généraux, stop. Ses prédécesseurs l'ont fait, Joe Biden le fait aussi. Parce que les États-Unis et le temps du Soudan rayonnant, les États-Unis étaient quand même apportent énormément d'aide au Soudan. Pardon, mais attention, sous Trump, il y a eu aussi les négociations des fameux accords d'Abraham et tout. Donc, ça peut aussi être un des piliers pour stabiliser un peu. Oui, on peut introduire le Soudan dans les accords d'Abraham parce que c'est un pays qui fait partie de la Ligue arabe, hein, le Soudan. Et donc, mais je crois que ça concerne pas trop le président Trump, hein, parce que lui pour lui, c'est les États-Unis d'abord.
Il ne veut pas que les États-Unis soient les gendarmes du monde. Hein. Il en veut pas. Il ne faut rien attendre du président Trump. Il ne faut rien attendre avec du président Trump. Au Soudan. On peut plutôt attendre du côté des Européens. Certainement, les Européens aussi peuvent s'impliquer dans ce conflit. Surtout l'ambassadeur du Soudan qui est ici et qui se bat. Hein, et il se bat énormément pour que le conflit ne soit pas mis de côté, pour que le conflit du Soudan ne soit pas oublié par les Occidentaux. Donc, c'est aussi l'un de ces combats. Et c'est ce que nous allons faire ce soir lors de cette émission. Merci beaucoup Kara Soli, merci Alexandre. Merci doyen de toujours passer nous voir. C'est moi qui vous remercie. Pour vos mots. Et je salue TV5, 3A, Téléfilm. Attention, on va couper la séquence. On a changé, c'est plus 3A Téléfilm, c'est Global Africa Téléfilm. Voilà, c'est Global Africa Téléfilm maintenant. C'est du passé. Voilà. Là, c'est la chaîne de l'Afrique qui bouge, la chaîne du débat. Et dans le passé. Oui, justement, c'est ça, je l'avais remarqué. Dans le passé, la nostalgie. Mais il a toujours... En fait, c'est important de partir, prendre un peu dans le passé pour revenir. Donc, c'est pour ça qu'il était là. Et on comprend son amour pour Omar Béchi. Je pense que les gens ne vont pas comprendre tout ça. Merci à Romain Kiko de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain. Merci.